Regardez, une locomotive qui vole, aurait dit ma grand-mère. Mais ma grand-mère n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, sous-marins nucléaires, Airbus A380, Ariane 5, les prouesses technologiques sont devenues quotidiennes à tel point qu'on les croit naturelles. Et pourtant, quelle aventure, quel chemin parcouru. Avant Ariane 5, il y a eu Ariane 4. Et avant encore, la fusée russe Semyorka. Avant le Concorde, il y a eu le 747. Et avant le Triomphant, il y a eu le redoutable. 2, 3, 4, 5, 6. Et avant encore, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu les Américains, que les Russes ont coiffés sur le poteau. Le géant Latécoère qui a détrôné le géant Dornier. Et avant encore, à l'aube de tout, avant que l'avion même et la fusée ne soient inventés, avant les pionniers, il y a eu quelqu'un qui avait décrit, raconté toutes ces machines alors qu'elles n'existaient pas encore. Son nom? Jules Verne. Donc, reprit le capitaine, si j'ai disposé des réservoirs d'une capacité égale à ce dixième, et si je les remplis d'eau, le Nautilus sera complètement immergé. C'est ce qui arrive, monsieur le professeur. Ces réservoirs existent en abord, dans les parties inférieures du Nautilus. J'ouvre des robinets, ils se remplissent, et le bateau, s'enfonçant, peut descendre à des profondeurs considérables. Lorsque je veux remonter à la surface et l'affleurer, il me suffit de chasser cette eau et de vider entièrement tous les réservoirs. En 1869, Jules Verne a 41 ans et il écrit 20 000 lieues sous les mers. Outre les aventures du capitaine Nemo, son roman contient une foule d'indications techniques à faire rêver un escadron de constructeurs de sous-marins. Mais où puise-t-il son génie visionnaire? Y a-t-il une relation entre les engins qu'il a imaginés et leur invention concrète? En un mot, en quoi ces anticipations contiennent-elles les fondements de la technologie moderne? Voilà, donc tout le matériel, le texte de Jules Verne, les dessins. Jean-Pierre Bouvet est un amateur passionné des machines imaginées par Jules Verne, à tel point qu'il a minutieusement reconstitué puis dessiné d'après le texte les plans exhaustifs du Nautilus. Voilà. C'est tout un travail à la plume et au lavis d'encre de Chine. Dans la première feuille, voilà. Ensuite, donc, c'est la vue générale avec les principales dimensions, donc 70 mètres de long. Alors, pour dessiner ça, je me suis basé essentiellement sur le texte de Jules Verne, qui est très clair quand il décrit cette division interne du Nautilus, donnant mètre par mètre la dimension des pièces, leur disposition les unes par rapport aux autres, avec donc au niveau de la proue, le réservoir d'air, 7,50 m. Ensuite, la chambre, qui est peut-être la chambre d'amis, qui mesure 2,50 m. Puis la chambre du capitaine, 5 mètres. On arrive au grand salon, qui fait 10 mètres de long. Et on va arriver finalement à la salle des machines, qui fait 20 mètres. Bon, quand on calcule tout ça, quand on ajoute toutes ces longueurs, j'oublie peut-être quelques pièces, on obtient une longueur de 65 mètres. Donc sa description interne est tout à fait cohérente. En tout cas, tout ce qu'il décrit de la succession des pièces rentre exactement dans les dimensions de la coque. Du moteur à électroaimant à la timonerie sur vérin, tout serait donc cohérent sur le Nautilus. Un vrai prototype sur papier. Jean-Pierre Bouvet pointe même les écarts de ceux qui s'éloignent des indications de l'auteur. Fussent-ils ses illustrateurs originaux? Moi, j'ai choisi la forme cylindro-conique. Donc, vous avez un cylindre et deux bouts coniques. Bon, néanmoins, dans les illustrations qui accompagnent son texte, on n'arrête pas de passer à des représentations cylindriques du Nautilus
ou à des représentations fusiformes. La forme fusiforme, eh bien, ce sont carrément deux fragments d'ellipse, effectivement plus classiques en général dans la construction navale. Simplement, les premiers mots du capitaine Nemo sont il s'agit d'une coque cylindro-conique. Et bon, Jules Verne utilise bien son français, il a eu apparemment d'excellents professeurs de mathématiques. Je pense que cette description-là est quelque chose qui est à respecter. En avant, toutes. Parez à plonger. Plongez 4 degrés. Ni fusiforme, ni cylindro-conique, le Nautilus de Walt Disney prend beaucoup plus de liberté encore avec les descriptions techniques de Jules Verne. Mais qu'en était-il des connaissances réelles à son époque? C'est en 1776, en pleine guerre d'indépendance, que l'Américain Bushnell construit le premier sous-marin à être réellement descendu sous la surface, puis remonté. La Tortue. Mais si Jules Verne doit quelque chose aux inventeurs qui l'ont précédé, c'est à un autre personnage encore, le vrai ancêtre du capitaine Nemo selon lui. Robert Fulton. Cet Américain, connu pour ses machines à vapeur, a un rêve, construire un sous-marin. En 1797, il propose son idée à la France et c'est un certain consul Bonaparte qui lui accorde son appui. Fulton construit alors son submersible en 1800-1801 et le baptise Nautilus. Miracle, il fonctionne et plonge impeccablement sous les eaux de la Seine. Mais Napoléon voudrait qu'il lance aussi des torpilles. Or là, c'est l'échec et l'empereur abandonne l'idée. Fulton retourne alors aux États-Unis dégoûté et construit d'autres bateaux qui ne vont plus sous, mais sur l'eau. C'est donc Fulton qui a créé le nom Nautilus. Jules Verne n'a fait que le lui emprunter pour désigner son sous-marin extraordinaire. Cela signifie-t-il qu'il s'est autorisé d'autres emprunts? Alors Jules Verne, effectivement, est passionné de sciences, de techniques. Il se documente énormément sur toutes les inventions de son temps. Et on sait aussi, dans les interviews qu'il a pu donner à la fin de sa vie ou dans les choses qu'il a écrites lui-même, qu'il pouvait passer des heures à regarder des machines. Et il disait que pour lui, une belle machine était aussi belle qu'un tableau à contempler. Une machine égale une œuvre d'art. Jules Verne imaginait donc ces machines en regardant d'autres. Où les copiait-il, tout simplement? Alors, le plongeur est inventé par Siméon Bourgeois qui a imaginé ce premier sous-marin de la marine française 5 ans environ avant l'écriture de 20 milieux sous les mers. Cette maquette, évidemment, on n'est pas absolument sûr qu'il l'a vue, mais on est à peu près sûr qu'il n'a pas pu y échapper puisque Jules Verne a visité l'exposition universelle de 1867 et on le voit en observant les caractéristiques communes entre le plongeur et le Nautilus, notamment cette chaloupe intégrée à la coque du sous-marin, qui était une chaloupe de sauvetage étanche. Donc Jules Verne reprendra ce dispositif. J'imagine qu'il avait dû le trouver très ingénieux. D'autres caractéristiques sont intéressantes à observer également. Il y a sur cette partie une petite échelle métallique qui permettait au commandant de monter dans cette tourelle, et Jules Verne reprendra un petit peu ce dispositif pour la cabine du pilote, mais doté de hublots beaucoup plus grands. Par ailleurs, le plongeur était un engin expérimental, donc il n'était pas du tout doté d'armes et encore moins d'un éperon. Cela dit, Jules Verne, voyant le plongeur, va imaginer son Nautilus comme pouvant se transformer en torpille très pointue, et une scène finale verra le Nautilus percer de part en part la coque d'un bateau qui va sombrer. Reste un dernier point.
Qu'il soit platement copié sur le plongeur ou pas, le Nautilus ferait-il un bon sous-marin? Chez DCN, à Cherbourg, on a construit le Triomphant, le Tonnant, toute la gamme des sous-marins nucléaires français. Étude comparée. Alors là, vous êtes devant un sous-marin de lanceur d'engins de nouvelle génération, qui est donc le dernier né de la gamme de ceux qui vont équiper la Marine nationale. C'est un sous-marin qui va faire 14 000 tonnes, donc beaucoup plus gros que ce que Jules Verne avait pu inventer à son époque. Le Nautilus est plus léger, mais il fonctionne à pile électrique, explique Jules Verne. Ici, des piles aussi, mais atomiques. Donc en fait, le principe d'une chaufferie nucléaire, c'est de générer de la vapeur, comme dans une cocotte minute. Le combustible nucléaire génère de la chaleur. On va faire bouillir de l'eau qui va devenir de la vapeur. Cette vapeur donc, va passer dans une turbine, se détendre, faire tourner cette turbine. Et au bout de la turbine, on va mettre une dynamo qui va produire de l'électricité. En termes d'innovation technique, le maître mot de ce sous-marin, c'est le silence. Tous les équipements qui sont à bord, qui risquent de faire du bruit, on va les suspendre. Donc on va les monter sur des systèmes souples, des caoutchoucs, qui vont couper le bruit. Et tous ces équipements vont être montés sur ce qu'on appelle des berceaux et qui eux-mêmes sont suspendus dans la coque. Il n'y a rien qui touche directement la coque. 2 niveaux d'alerte sur la frégate. Autre précision, le Nautilus ne pouvait rester sous l'eau que 24 heures. Et celui-ci? Un sous-marin de ce genre est capable de rester sous l'eau environ une dizaine d'années avant d'avoir besoin de faire le plein de carburant. En fait, le facteur limitant, ça va être l'équipage, qui ne tiendrait pas une telle distance. Enfin, pour finir de tester les performances du Nautilus, notre maquette 3D en exacte conformité avec les descriptions de Jules Verne est soumise à l'examen de Xavier Itard. Alors, docteur, l'aurait-il bien parcouru? Le fond des océans, bien sûr. C'est pas mal du tout, même. Quand on voit un sous-marin comme ça, on se rend compte qu'effectivement Jules Verne avait bien compris que pour qu'un sous-marin résiste à la pression, il fallait bien qu'il ait une forme cylindrique. Donc il avait bien une forme de ce type-là, avec des renforts en T, qui ressemblent étrangement à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur nos sous-marins. Donc effectivement, Jules Verne là-dessus était relativement innovant. Donc, par contre, on peut avoir des doutes sur l'immersion qu'il annonce, puisque des sous-marins plongeant à 16 000 mètres avec une coque de 5 cm d'épaisseur, avec en plus des grands hublots, ça est difficilement crédible. 1600 bars, il faut quelque chose de sphérique et d'extrêmement épais. Or, il décrit une coque de 5 cm d'épais, donc qui ne tiendrait absolument pas à ces pressions-là. Après un bon début, première erreur. Jules Verne aurait donc dû revoir sa copie au moins une fois avant d'être embauché ici. Autre chose? Également, quand un sous-marin navigue en surface, par des états de mer importants, il faut que son équipage puisse être protégé et ne soit pas au ras de l'eau. Or, Jules Verne décrit un sous-marin qui dépasse de l'eau très très peu, ce qui est relativement incroyable, puisqu'aujourd'hui, effectivement, on est bien content de pouvoir mettre l'équipage en haut du massif pour être un petit peu protégé des embruns. Deuxième erreur, ça se gâte sérieusement. Et ce n'est pas tout. Toujours en point négatif, on peut parler de la propulsion. Donc, même si effectivement Jules Verne a très bien vu le moteur électrique, il parle d'une hélice qui paraît monstrueusement grande et qui tourne à une vitesse faramineuse de 7000 tours minute. Une telle hélice d'une telle taille et d'une telle vitesse de rotation entraînerait sans doute le sous-marin à tourner autour d'elle et pas le contraire. C'est dommage, on avait espéré mieux. Les descriptions de Jules Verne étaient si précises, si documentées. Il n'était donc pas si bon ingénieur que ça. On peut lui mettre une bonne note au-dessus de la moyenne, je pense 12-13, ce serait déjà pas mal. Nous nous rendîmes au cœur même du vaisseau, dans la chambre de chauffe. Le capitaine Nemo paraissait décidé à tout me montrer. Il était évident que le capitaine Nemo avait découvert ce que les hommes cherchaient depuis toujours, le véritable pouvoir dynamique de l'univers. D'accord pour le véritable pouvoir dynamique de l'univers. Mais on est quand même déçu. S'il s'est largement inspiré de ce qui existait déjà, d'une part, en accumulant les erreurs techniques d'autre part, que reste-t-il finalement de ce Jules Verne, inventeur de génie dont on loue si souvent les qualités? N'était-il qu'un écrivain aussi fantaisiste que les autres?
L'acuité avec laquelle Jules Verne regarde les revues scientifiques, suit les progrès, fait qu'il anticipe sur les machines qui seront créées. Cela dit, ça n'est pas du tout, il ne s'est jamais revendiqué comme tel, un inventeur de machines. Par contre, il souhaite effectivement vulgariser, porter à la connaissance de ses concitoyens les innovations techniques avec un double regard qui est la fascination pour le progrès et également une certaine crainte parfois de ce progrès. Donc on pourrait appeler ça une sorte de réflexion éthique sur ce que l'homme est capable de créer et son usage. Vulgariser, raconter les machines, voilà ce que fait Jules Verne quand il écrit. Il n'invente pas son Nautilus, mais il fait passer l'idée du sous-marin dans la société de son époque. C'est un traducteur, un ambassadeur de la science vers le grand public, de sorte que lorsque de nouveaux engins s'inventeront après lui, ils auront immédiatement une existence, une identité. Celui de Hyman Rickover, par exemple. Ce fils d'immigrés polonais sans le sou, débarqué aux USA à l'âge de 6 ans, fait de brillantes études, devient militaire et sert dans la Navy. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il est affecté à Oak Ridge, le laboratoire où sont conçues les bombes atomiques américaines. Et là, une idée lui vient, qui occupera le reste de sa vie. Appliquer l'énergie nucléaire à la navigation. Et devinez comment il baptise son projet? Nautilus, bien sûr. Une manière d'attirer l'attention sur son idée quand on n'est qu'un capitaine inventif mais sans appui. Bien des années plus tard, c'est le triomphe. Le monde a oublié le nom du capitaine Nemo mais se souvient du Nautilus de Jules Verne. Et le Nautilus, c'est une nation qui vient de vaincre le pôle Nord. En août 1958, en effet, ce premier sous-marin nucléaire conçu par Hyman Rickover et piloté par le commandant Anderson réussit l'exploit de traverser l'océan Arctique en passant sous la banquise. Nemo, lui, avait tenté la même chose au pôle Sud. Après avoir remonté l'Hudson, le commandant Anderson devait effectuer une glorieuse croisière à travers Broadway. Accompagné de l'amiral Hyman Rickover, père des sous-marins atomiques et représentant spécial du président Eisenhower, il reçut l'accueil réservé aux héros nationaux. Et ce rôle de passeur, d'ambassadeur de la science vers le grand public, si c'est Jules Verne qui l'a inventé, d'autres l'ont repris à sa suite. Je crois que ce qui a toujours animé l'œuvre de mon grand-père et de mon père, c'était d'ouvrir des nouvelles voies pour le futur. Et mon grand-père a toujours ri en disant « mais j'ai fait des records parce que personne n'est monté aussi haut ou descendu aussi bas ». Le but, c'était pas le record. Le but, c'était d'explorer des milieux dans lesquels l'être humain n'avait encore jamais été et voir ce qu'on pouvait en faire, voir comment les utiliser. Ce grand-père, c'est Auguste Piccard. Et ce père, c'est Jacques, du même nom. Deux scientifiques à qui Jules Verne aurait sûrement attribué, sans hésiter, son label de visionnaire en avance sur son temps. La collaboration entre mon grand-père et mon père a toujours été admirable et je crois que mon père a vraiment été l'héritier de mon grand-père, un peu comme mon grand-père a été l'héritier du capitaine Nemo pour ses explorations sous-marines. Déjà célèbre pour ses explorations de la stratosphère, Auguste Piccard s'attaque aux profondeurs océaniques en 1934. Mais ce n'est finalement qu'en 1960 qu'une sphère de 5 tonnes d'acier usinée au centième de millimètre est prête à affronter les pressions considérables de la fosse des Mariannes, 11 000 mètres. Le 23 janvier, le bathyscaphe Trieste, piloté par Jacques Piccard, fils d'Auguste, et l'américain Don Walsh, descend à la plus grande profondeur jamais atteinte par l'homme. La plongée à 11 000 mètres de mon père avec le bathyscaphe, c'était pas seulement aller voir ce qu'il y avait au fond, mais c'était aussi pouvoir prouver qu'il y avait de la vie au fond des océans, dans les fosses marines, où à l'époque on voulait jeter les déchets radioactifs, les déchets chimiques de nos industries, etc. Et c'est à partir de là qu'on a abandonné l'idée de lancer des déchets hautement toxiques à grande profondeur. Comme chez Jules Verne, il s'agit donc bien encore et toujours de faire le lien entre science et société, d'entretenir une réflexion éthique sur le progrès. C'est vrai que mon père avec Don Walsh ont vu un poisson à 11 000 mètres de profondeur, ce qui a permis de prouver qu'une circulation avec la surface se faisait. Et c'est aussi l'aboutissement
d'un chemin qui est parfois très difficile, où on est traité de fou, où personne ne croit que c'est possible, où on nous dit mais pourquoi tu t'acharnes à faire quelque chose où tu échoues plusieurs fois, tu vois bien que c'est pas possible. Et tout à coup on voit que c'est possible. Et c'est là que toutes les phrases de Jules Verne reviennent, se mélangent dans l'esprit, où justement quand on dit tout ce qui est impossible reste à accomplir, on se dit eh bien tiens, il y avait quelque chose qui était impossible juste avant et maintenant ça ne l'est plus. Cette dernière part, celle du rêve, un autre auteur, Hergé, l'aperçut, puisqu'il a pris modèle sur Auguste Piccard pour créer Le Professeur Tournesol. Robur avait pensé que ce qu'il y avait de meilleur, c'était encore ce qu'il y aurait de plus simple. Aussi les hélices avaient-elles suffi à tous les besoins de sa machine volante. En voici la description. Plateforme. C'est un bâti long de 30 mètres, large de 4, véritable pont de navire avec proue en forme d'éperon. Au-dessus de la plateforme, 37 axes se dressent verticalement, dont 15 en abord, de chaque côté, et 7 plus élevés au milieu. On dirait un navire à 37 mâts. Seulement ces mâts, au lieu de voile, portent chacun 2 hélices horizontales, d'un pas et d'un diamètre assez court, mais auxquelles on peut imprimer une rotation prodigieuse. Quand Jules Verne écrit Robur le Conquérant en 1886, soit près de 20 ans après 20 000 lieues sous les mers, il se lance dans une aventure d'un autre genre, le voyage aérien. Mais ici, pas de maquette à imiter, aucun mécanisme volant à vulgariser, rien. Et ceci pour la simple raison que l'engin qui le préoccupe est dans tous les esprits, mais n'existe pas encore. Dans ce cas, comment en parler ? Il y a encore des esprits mal équilibrés qui s'entêtent à croire à la direction des ballons. Ils s'imaginent qu'un moteur quelconque peut être appliqué à leur prétentieuse baudruche. Quelle ineptie! Mais est-ce à dire que l'homme doive renoncer à la conquête de l'air? Non pas. Et de même qu'il est devenu maître des mers par l'aviron, par la voile, par la roue ou par l'hélice, de même il deviendra maître de l'espace atmosphérique par les appareils plus lourds que l'air, car il faut être plus lourd que lui pour être plus fort que lui. En cette fin du XIXe siècle, en effet, les esprits de la communauté scientifique sont très échauffés sur le thème « La conquête de l'air passera-t-elle par le plus léger ou par le plus lourd que l'air ?» Par gazettes et gravures interposées, les partisans des deux théories s'envoient des noms d'oiseaux à la figure. Et Jules Verne est de la partie, bien sûr. Alors plutôt qu'une querelle, c'est une confrontation de passion. On est dans un siècle de passion. Les personnes favorables au plus lourd que l'air, elles vont se recruter chez un homme en particulier, qu'on connaît sous le nom de Nadar, de son vrai nom Félix Tournachon. On le connaît également comme photographe, c'est lui qui réalise les premières vues aériennes à partir d'un ballon en 1858, mais il s'est pris d'une passion pour le plus lourd que l'air. C'est que le ballon ne peut pas aller partout, donc d'emblée, il va se mettre à manifester, au sens réel du terme, pour le plus lourd que l'air. Et en 1863, il réunit ses amis, et parmi ses amis, on a George Sand, on a des Paul Féval, Victor Hugo, enfin, il les rassemble et il lance le manifeste pour l'automotion aérienne, où il dit, mais vraiment d'une façon nette, le ballon a vécu, maintenant il faut céder la place au plus lourd que l'air. Donc Jules Verne, lui, arrive dans ce bouillon de culture, et en particulier, il est tellement impressionné par tout ce qu'il a vu, par cette galerie, je dirais, de portraits d'avions et d'hélicoptères chez Nadar, que quelque part, ça a décidé de son orientation, je dirais, pour la défense, pour le soutien de l'aviation naissante. Et c'est là qu'il s'est rangé sous la bannière de Victor Hugo et de tous les autres, et je peux vous dire qu'ils y ont été avec beaucoup d'ardeur. Après avoir été vulgarisateur et moraliste, l'écrivain se fait donc maintenant polémiste, débatteur. Il prend parti, s'engage pour une technique. Pour lui, l'avenir appartient au plus lourd que l'air. Et pour cela, il a plus qu'une conviction, une véritable foi. L'hélice est littéralement sacralisée par Nadar. Il a même déclaré la Sainte Hélice dans son manifeste. Et l'hélice, c'est également, pour l'aéronautique, considéré par Léonard de Vinci comme l'élément principal. L'hélice ou la vis sans fin qui se vrille dans l'air. Et on pense déjà à l'époque qu'un jour, on pourra se passer des ailes, qu'on pourra ne voler qu'avec soit une hélice qui donnera l'hélicoptère,
soit avec un système de turbine qui permettra d'entraîner l'avion suffisamment vite pour qu'il n'ait pas utilisé ses ailes. Voilà. Et c'est pour ça que l'hélice devient, dans le roman Auburn le Conquérant, devient véritablement l'actrice principale. Car c'est elle qui est l'avenir de l'aviation. No, gentlemen, no. The day of the balloon is behind us. The future belongs to the flying machines. L'erreur était grossière. Nul besoin d'ingénieur pour le dire. L'hélice seule était une fausse piste. Et c'est les frères Wright qui les premiers le démontrent. Ces fabricants de bicyclettes américains remarquent vers 1895 que les rapaces en vol plané contrôlent leur vol par de légères torsions de leurs ailes. Voilà, se disent-ils, tout est là, dans ce subtil gauchissement. Et ils se mettent au travail. Quelques années plus tard, ils ont un moteur suffisamment léger. Et en 1903, soit 2 ans avant la mort de Jules Verne, c'est le premier vol d'un plus lourd que l'air. La solution n'était donc pas vraiment dans l'hélice, mais dans la légèreté du moteur et surtout le gauchissement des ailes. Ainsi, avec ses 65 mètres d'envergure soutenant 400 tonnes dans les airs, le Boeing 747 n'est rien d'autre que la traduction actuelle de l'idée des frères Wright. Eh bien écoutez, ce beau 747 à la retraite mesure l'équivalent de la distance qu'ont parcouru les frères Wright avec leur vol de 1903, l'un de leurs premiers vols, plus de 50 mètres. La longueur d'un avion par rapport à la première distance parcourue. Alors, s'il a raté les ailes, accordons à Jules Verne qu'il avait au moins raison sur le plus lourd que l'air. Le DOX est parti de sa base sur le lac de Constance avec 21 personnes à bord. Cet hydravion géant a 48 mètres d'envergure, 40 mètres de longueur et 10 mètres de hauteur. Il pèse 48 tonnes et peut atteindre la vitesse moyenne de 208 km à l'heure. À mesure que les années passent, ce DOX allemand, dont le pilote s'appelait Richard Wagner, ce Latécoère français, baptisé le Paris, et beaucoup d'autres, semblent en effet rivaliser pour prouver qu'être, mais vraiment beaucoup plus lourd que l'air, n'est pas un handicap. Et voici comme chaque semaine, le plus gros avion du monde. Cet avion est d'ailleurs un hydravion, œuvre du célèbre constructeur Howard Hughes, et il semble bien cette fois que le record soit établi pour un moment. 8 moteurs, 200 tonnes. Ce monstre commandé à Howard Hughes par l'US Air Force en 1942 ne volera pourtant qu'une seule fois, piloté par son constructeur lui-même. Budget explosé, performance décevante. Était-ce la fin du beaucoup plus lourd que l'air? Pas vraiment. Les limites techniques du gigantisme d'un appareil, c'est les dimensions par rapport aux aéroports. Bon, la 380, ça va être un gros succès, parce que c'est l'appareil c'est l'aboutissement, je crois, des gros avions terrestres. C'est un avion qui sera encore à la mesure des aéroports, qui n'amènera pas trop d'aménagements supplémentaires des pistes d'atterrissage, parce qu'il faut quand même que la piste soit suffisamment solide pour accueillir des monstres qui font plus de 500 tonnes. Le train d'atterrissage, c'est près de 30 tonnes, plus de 30 tonnes. Donc c'est l'équivalent d'un petit avion. Mais après, on pense au retour de celui qui a été un petit peu abandonné au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est l'hydravion. Pourquoi l'hydravion? Parce que l'hydravion, il n'a pas besoin de structure particulière. Et l'hydravion, on peut penser à des géants. Et il se trouve que pratiquement 70% de la planète est archipélisée. Donc l'hydravion peut aller n'importe où sur la planète. Et il y a un projet, c'est un projet qui est, je dirais, presque franco-allemand. Cet appareil s'appelle Hydro 2000. Et c'est un avion, tenez-vous bien, vous voyez l'appareil sous lequel nous sommes? Eh bien cet appareil-là, les ailes repliées, tiendraient dans la soute de l'Hydro 2000. C'est un appareil de 1000 tonnes. Bien sûr, il y a des gens qui vont dire « folie, c'est tout ça ». On ne peut plus parler de folie quand on voit ce que disaient des gens comme Jules Verne et Nadar il y a 100 ans. Il y a 100 ans, vous vous rendez compte, on disait cela. Et vous voyez à quoi on en est arrivé. Et là, on est sous un avion qui est à la retraite déjà. Donc imaginez ce que va être le futur. Des avions géants
plus sûr et susceptible de se poser n'importe où. Jules Verne a donc raison sur le plus lourd que l'air. Mais son engagement technique en faveur de l'hélice ne vaut guère plus que celui de tous les gens bien informés de son époque. En revanche, dès qu'on quitte la puissance et la technologie pure, qu'on reparle d'aviation et de morale, aussitôt on retrouve son vrai terrain, celui sur lequel il fait vraiment référence. On peut voir que dans tout le siècle dernier, le développement technologique a permis des progrès extraordinaires sur le plan de la qualité de vie, mais également a causé un impact qui est intolérable sur l'environnement. Et on se retrouve maintenant dans un conflit entre le progrès et l'écologie. Alors, ce projet est là pour montrer que le progrès n'est pas incompatible avec l'écologie et que si nous développons des technologies nouvelles, des sources d'énergie nouvelles, des manières différentes de produire, on arrivera à garder la même qualité de vie, mais avec un impact minimal sur l'environnement. Son père et son grand-père ont repoussé les limites de l'espace et des fonds sous-marins à l'aide d'engins de leur invention. Bertrand Piccard, lui, déjà célèbre pour son tour du monde en ballon, veut écrire maintenant un chapitre totalement nouveau de l'aviation. Les ailes de son Solar Impulse sont recouvertes de panneaux solaires. Le principe, c'est de pouvoir décoller à l'énergie solaire et monter jusque vers 12 000 mètres d'altitude. Maintenant, le gros problème, c'est d'arriver à stocker cette énergie pour voler la nuit. Donc l'avion aura des batteries à l'intérieur qui seront alimentées pendant la journée et qui serviront à passer la nuit en vol jusqu'au lever du soleil suivant. Et là, je trouve que ce parallèle entre le pilote de l'avion et le citoyen de la planète est évident. Dans cet avion, si les technologies ne sont pas bonnes et si on gaspille l'énergie, le pilote n'atteindra jamais le lever de soleil suivant avant de se cracher. Et sur notre Terre, si notre génération ne développe pas les technologies nécessaires et continue à gaspiller son énergie, on ne transmettra jamais la planète à la génération suivante avant une catastrophe majeure. Ainsi, comme ceux de son père et son grand-père, le projet de Bertrand est tout aussi lié aux enjeux de notre société. Voilà. Excellent. L'étude de faisabilité a été faite en 2003. En 2004, on a constitué le noyau de l'équipe. Maintenant, nous sommes dans la conception de l'avion. On doit construire à partir de l'année prochaine. Et j'espère qu'on pourra faire des tests en vol en 2007. À partir de là, dès que l'avion volera bien, on pourra faire la nuit en vol, on pourra traverser les États-Unis, on pourra réécrire toute l'histoire de l'aviation à l'énergie solaire. Donc, évidemment, un New York-Paris symbolique à l'énergie solaire. Et ensuite, on pourra faire le tour complet de la planète. Je pense vers 2010. Mais on ne s'arrêtera pas forcément une fois qu'on aura fait le tour du monde. On aura montré tout ce que l'énergie alternative peut faire, et ensuite il faudra l'appliquer dans des tas d'autres domaines. Donc le but est vraiment d'utiliser cet avion comme une plateforme de communication pour montrer que le développement durable est compatible avec la technologie, est compatible avec la science, à condition d'y mettre un esprit julevernien. La Lune s'avançait sur un firmament d'une pureté limpide. Murchison suivait de l'œil l'aiguille de son chronomètre. 38, 39, 40. Feu! Aussitôt Murchison, pressant du doigt l'interrupteur de l'appareil, rétablit le courant et lança l'étincelle électrique. Une détonation épouvantable, inouïe, surhumaine, dont rien ne saurait donner une idée, se produisit instantanément. Une immense gerbe de feu jaillit des entrailles du sol comme d'un cratère. La terre se souleva, et c'est à peine si quelques personnes purent un instant entrevoir le projectile fendant victorieusement l'air au milieu des vapeurs flamboyantes. Jules Verne écrit de la Terre à la Lune à la même époque que 20 000 lieues sous les mers. Dans ce roman sur la conquête spatiale, il n'est donc bien sûr pas vulgarisateur d'un engin, la fusée, qui existe encore moins que l'avion à cette époque. Et il n'est partisan non plus d'aucune solution technique. Après les projets sous-marins de Jules Verne, je me suis intéressé à ces projets spatiaux, c'est-à-dire au voyage de la Terre à la Lune, où il s'agit d'envoyer un obus cylindro-conique d'aluminium au moyen d'un gigantesque canon de 300 mètres de long, vertical, enterré dans la Terre. Alors, c'est extrêmement précis au départ, ce roman, concernant les angles de visée, les distances, la vitesse de 11 km/s nécessaire à se libérer de l'attraction. Et puis après, ça va devenir de plus en plus fantaisiste. Alors voilà, culot de l'obus avec les rétrofusées. Bon, il n'a pas prévu la fusée pour lancer son obus.
Bon, il a préféré cette histoire un peu rocambolesque de canon, mais quand même, pour l'atterrissage, il prévoit des rétrofusées. Et alors, l'aménagement cosy, là, de l'intérieur de l'obus, avec ses parois capitonnées de cuir, reposant sur des ressorts ayant la souplesse des ressorts de montre, nous dit Jules Verne, avec donc un divan circulaire sous lequel sont rangés divers instruments, et même un grenier, dans lequel on trouve divers objets, parmi lesquels quand même 6 poules, je crois, et un coq, et puis aussi des diverses plantes, dont des cèpes de vigne qu'il espère acclimater sur la Lune, où tout le monde espère qu'il y aura suffisamment d'air au fond des vallées. Voilà ici le détail des objets qui sont dans ce grenier, dont les 3 matelas destinés à amortir le choc de départ aussi. Et puis les hublots latéraux qui sont manœuvrables de l'intérieur, ça encore c'est extrêmement drôle. Si rapidement, nous dit Jules Verne, que quelques molécules seulement d'air s'échapperont. Bon, on est dans la fantaisie la plus totale. Je veux dire, autant 20 000 lieues sous les mers était vraiment une histoire de tragédie romantique, autant là on est complètement dans le vaudeville. Avec De la Terre à la Lune, Jules Verne est dans la fantaisie complète. La morale, aussi bien que la technologie de la conquête spatiale, lui sont aussi étrangers qu'une montre à une poule. C'est alors que des rencontres nouvelles, des rencontres d'un autre type encore, vont pourtant avoir lieu entre cet improbable roman et l'histoire réelle de l'invention des fusées. Déjà, la base de lancement imaginée par Jules Verne se situe à Stonehill, en Floride, à une centaine de kilomètres de l'actuel Cap Kennedy. Et cet emplacement n'est pas dû au hasard. S'il ne savait pas grand-chose des fusées, Jules Verne savait au moins qu'un décollage près de l'équateur est celui qui offre le plus de chances de succès. Mais il y a mieux. Dans son texte, Jules Verne imagine un canon pour expédier son obus dans la Lune parce qu'il est persuadé, cela lui semble évident, que la propulsion dans le vide intersidéral est impossible. Or, qu'est-ce qui le prouve? Qui y est allé pour le vérifier? Se dit un modeste instituteur russe épris de physique. Et l'instituteur se met au travail. Konstantin Tsiolkovsky, c'est son nom. Il est sourd, solitaire, et il enseigne les mathématiques près de Moscou vers les années 1880. Le roman de Jules Verne lui est parvenu, on ne sait trop comment, et lui fait une telle impression qu'il le décortique avec émerveillement. C'est alors que la question s'éveille en lui. Pourquoi ne pourrait-on pas se propulser dans le vide? Le soir, après les cours, il couvre ses cahiers d'équations et de racines carrées et, en 1898, il publie dans son ouvrage « L'exploration des espaces cosmiques » la formule mathématique suivante. V2 égale VIN fois LN par M1 sur M2 mètres secondes. Traduit en français, ça donne « Oui, une fusée à réaction peut se déplacer dans le vide spatial ». Mais il y a encore loin de la théorie à la pratique. C'est seulement dans les années 20 qu'un Américain, Robert Goddard, exhume les travaux oubliés de Tsiolkovsky et se met en tête de réaliser sa proposition de carburant à propergol liquide qui, selon la théorie, serait capable de brûler dans le vide. Après des dizaines d'essais, en 1926, il réussit à faire décoller sa première fusée sur ce principe. Elle atteindra l'altitude royale de 12,50 mètres. Aujourd'hui, les astronautes qui flottent au-dessus de nos têtes dans les stations spatiales ne savent peut-être pas tous que c'est un roman de Jules Verne, au principe totalement erroné, qui a un jour piqué la curiosité d'un chercheur russe un peu maniaque et leur a ouvert ainsi la voie des étoiles.
Mais toute ressemblance avec la réalité ne s'arrête pas là. La Station spatiale internationale en orbite à 400 km au-dessus de nos têtes, où des équipes de chercheurs se relaient pour des missions successives, a besoin d'être ravitaillée. Il faut que les astronautes mangent, renouvellent leurs équipements. C'est l'Agence spatiale européenne qui est chargée de cette mission. Elle s'en acquitte au moyen d'un véhicule automatique de transfert, l'ATV. L'ATV transporte différents types de marchandises à destination de la station. Il emmène de l'eau, il emmène des gaz, ça peut être de l'air, ça peut être de l'oxygène, ça peut être de l'azote. Il emmène également un certain nombre de carburants pour permettre à la station d'être autonome. Et il amène également des matières dites sèches, c'est-à-dire des expériences scientifiques, mais c'est peut-être également de la nourriture, ça peut être des vêtements, qui sont transportés en fait à l'intérieur de ce cylindre qui est pressurisé pendant toute la durée du vol ATV et qui, lorsque l'ATV est arrivé à la Station spatiale internationale, constitue une extension en fait de cette station. C'est à Noordwijk, près d'Amsterdam, que l'ATV est assemblée à partir de toutes les pièces fabriquées aux quatre coins de l'Europe par les divers sites de l'Agence spatiale européenne. Et devinez quel est le nom de baptême du produit final. Jules Verne, bien sûr. Donc on découvre ici la partie intérieure où est renfermée la majeure partie de l'avionique du spacecraft. Donc on trouve des équipements électroniques qui sont dédiés aux communications, qui permettent à l'ATV de se repérer dans l'espace, de savoir exactement où il est, et en particulier par rapport à la station. Des équipements qui permettent d'assurer l'alimentation électrique de tout ceci, plus d'autres ordinateurs qui ont pour mission de superviser ce qui se passe à l'intérieur du véhicule et de vérifier que tout va bien. Jules Verne, dans sa réincarnation en ATV, fait donc encore partie de l'aventure. Avec son air de gros biberon à tétine rouge, il est en quelque sorte le Saint Bernard de la station spatiale. Mais au fait, une station spatiale, ça sert à quoi? Si on veut un jour aller sur l'autre monde, les Américains parlent d'aller sur Mars, il faudra en fait des véhicules assez gigantesques qu'on ne saura pas fabriquer sur Terre parce que ce serait beaucoup trop difficile d'un point de vue technologique d'arriver à leur faire quitter la Terre pour les envoyer vers ces autres planètes. Donc il faudra quelque part qu'ils soient construits dans l'espace. Pour ce faire, on a besoin d'un endroit dans l'espace d'où pouvoir partir. Et une station spatiale, c'est tout à fait désigné pour ça. Jules Verne est mort le 24 mars 1905. Outre le sous-marin, l'avion et la fusée, il a décrit dans d'autres de ses romans une île à hélice, des images virtuelles, un réseau mondial d'informations. Alors la question vient à l'esprit, bien sûr. Qu'imaginerait-il s'il revenait parmi nous aujourd'hui? Serait-il écrivain d'abord? Et y a-t-il de nouveaux capitaines Nemo autour de nous? Je pense que le progrès n'est possible que si des gens arrivent à prendre un certain nombre de risques dans l'exploration, dans l'aventure, dans l'esprit de pionnier, dans la créativité. Alors moi, j'ai toujours vécu comme ça, j'ai toujours vu mon père et mon grand-père vivre comme ça. Mes lectures d'enfants, c'était des gens qui faisaient ça, et j'ai un peu de peine à faire autrement. Bertrand Piccard fait incontestablement partie du lot. Mais disons qu'il est tombé dedans étant petit. Alors il a moins de mérite. Y en a-t-il d'autres? Cette notion de science-fiction est quelque chose d'extraordinaire, d'arriver, de se garer avec son vaisseau spatial à côté d'un autre, de passer entre des panneaux. Et puis on est vraiment un équipage qui s'entend très très bien et je crois que ça se ressent. Du côté de l'espace aussi, on n'est pas forcé d'envisager que notre Nemo d'aujourd'hui soit obligatoirement de sexe masculin. Mais s'agit-il vraiment de lui? Tout le monde est là, avec nous, nous soutient. Et c'est un peu ce statut particulier qu'on acquiert, c'est qu'on est vraiment ceux qui sont le dernier maillon de cette grande chaîne de préparation. Dernier maillon d'une grande chaîne. L'astronaute est membre d'une équipe. Alors si nous tenons à dénicher un vrai Nemo futuriste et solitaire à la fois, peut-être faut-il continuer à chercher. Voilà,
Voilà, c'est mon lieu de vie, c'est mon lieu de travail. C'est là que j'imagine un petit peu comme le capitaine Nemo, ce que peut être le monde sous-marin. Depuis 30 ans, Jacques Rougerie s'est spécialisé dans l'architecture sous-marine. Oui, il construit des maisons sous la mer. Et dans sa péniche où il a installé son agence d'architecture, lui et ses collaborateurs préparent aujourd'hui la 2e génération des laboratoires sous-marins de la NASA. Notre idée, c'est de créer un habitat qui joue la 3e dimension, qui joue vraiment l'espace. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans un univers en 3 dimensions. Le corps humain se déplace comme un oiseau, sous l'eau, comme dans l'espace, justement. Le phénomène d'avoir les pieds en l'air, les pieds en bas, les pieds sur le côté, la tête en haut, comme vous voulez. Donc le corps se déplace d'une certaine façon. Il faut donc que vous abordiez l'habitat dans cet univers comme un ballon, comme un ballon, vous voyez, qui se trouverait là, et puis vous naviguez autour de ce ballon. Vivre sous l'eau entretient de nombreuses parentés avec vivre dans l'espace. C'est pourquoi, dans le cadre des missions d'astronautes, la NASA organise déjà des séjours dans un caisson immergé au large de la Floride. Jacques Rougerie est chargé aujourd'hui de concevoir un habitat du même type, mais beaucoup plus grand et pour des missions beaucoup plus longues, de 3 à 6 mois. Deuxième donnée, c'est de trouver à l'intérieur de l'habitat, d'abord un habitat qui soit très bionique, qui soit orienté sur l'observation des animaux, donc pour tirer des formes construites, c'est-à-dire un habitat adapté à son milieu. La plupart des habitats à l'heure actuelle, il faut reconnaître, comme on en est aux prémices, ce sont des cylindres ou des sphères sous la mer. Donc ce n'est pas très bionique. On ne peut pas, pendant 1, 2, 3, voire 10 générations futures, faire toujours des cylindres. Donc il faut ouvrir une nouvelle réflexion sur qu'est-ce que va être cette architecture sous-marine dans le futur. Donc il faut créer toute cette ergonomie, tout cet aménagement des espaces en fonction de ça, vous voyez. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas tout à fait le cas. Par exemple, sous l'eau, eh ben, il y a une position, vous passez beaucoup sous l'eau dans un habitat sous la mer, vous passez énormément de temps en relaxation, mais une relaxation d'une certaine façon, comme dans l'espace, si vous voulez. Et donc, cette relaxation, parce que vous respirez d'une autre façon que sur Terre, il faut créer un ameublement qui soit adapté à cette relaxation. Et ce n'est pas un simple canapé. Les générations futures de chercheurs auront envie de vraiment se relaxer pour donner le maximum de leur intellect. Bientôt, les futurs astronautes pourront donc s'entraîner dans une architecture aussi cosy que celle de l'obus de Jules Verne. Mais outre ce projet, Jacques Rougerie a déjà à son actif d'autres réalisations que n'aurait pas davantage désapprouvé le créateur du capitaine Nemo. Vous savez, Jules Verne disait tout ce qu'un homme est capable d'imaginer, d'autres sont capables de les réaliser. Donc on a rêvé à un certain nombre de projets, comme ces fermes sous la mer. La réalité, c'est qu'on a réalisé dans Galatée, qui existe, c'est notre première maison sous-marine qui est au Japon. On a rêvé à des engins un petit peu à la Jules Verne, à Nemo. Donc comment amener tout le monde à avoir ce regard sur la mer en permanence avec des sortes d'hélicoptères semi-submersibles pour aller sous la mer. Bon, on l'a rêvé. On a voulu aller voir les baleines traverser l'Atlantique à travers des engins, des multicoques, des vaisseaux avec des coques transparentes. Donc on l'a réalisé, mais c'est les prémices. Parce qu'il va falloir y aller sous la mer, comme il va falloir aller sous l'espace. C'est quelque chose d'inéluctable dans le devenir de l'humanité. Que ça plaise ou pas, c'est dans les gènes de l'homme d'aller dans ces grandes conquêtes. Avec ses rêves et ses réalités, Jacques Rougerie est incontestablement un descendant direct du capitaine Nemo. Et selon lui, plus tard, l'homme construira des villages sous l'eau. Et plus tard, il ira aussi sur la planète Mars. Et plus tard encore, où ira-t-il? Selon Bertrand Piccard, il ira de par l'univers avec des engins à énergie douce. Et plus tard encore, qu'inventera-t-il, l'homme? Quelle technique extraordinaire? À cette question, il est probable que même Jules Verne est incapable de répondre. Et d'ailleurs, en dépit des apparences, ce n'est pas ça qui l'intéresse vraiment. Par contre, ce qu'il dit avec force dans ses romans,
et qui est beaucoup plus important, c'est que, où qu'il soit, l'homme de ce futur lointain sera de toute façon face à face avec ces machines. Car à partir de maintenant, pour le meilleur et pour le pire, elles sont devenues immortelles. Le Nautilus, glissant sur ses plans inclinés, s'enfonçait toujours. Votre navire avance d'un siècle, de plusieurs peut-être sur son époque, dis-je. Quel malheur qu'un secret pareil doive mourir avec son inventeur. Le capitaine Nemo ne me répondit pas.